Enfin, pour tous les feux d'artifice, il y a le bouquet final. Et le bouquet final, c'est de ne pas, madame, arrêtez, elle ne contient personne. Elle va vous dire comment elle reconstruit des bronches par voie endoscopique. Alors pour des gens qui avaient fait des transplantations pulmonaires dans une autre vie, fistule bronchique, ça a été une catastrophe. On se demandait qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Pour les opérer, ça ne marchait pas. Pourquoi il y a des fistules bronchiques? Et pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que c'est dévitalisé. Et quand vous avez quelque chose qui est dévitalisé, c'est très difficile que ça cicatrise. Voilà. Ça commençait déjà par ça. Et donc, quand on réopérait, on coupait, on recousait, et ça recommençait. On avait beaucoup d'ennuis. Or, aujourd'hui, avec les méthodes interventionnelles, ces fistules bronchiques et toutes ces choses qui sont maintenant traitées efficacement. Il faut que ça s'ouvre. Si, vous allez arriver. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'attends que ma présentation veuille bien s'ouvrir, mais ça va venir. L'endoscopie interventionnelle chez les patients qui ont été greffés pulmonaires a une place qui malheureusement de temps en temps est assez importante. Et j'appuie. Et je continue. Là, d'accord. C'est l'hôpital Foch, oui, avec son nouveau bâtiment. Vous ne l'avez pas connu, vous, monsieur Grangebach, comme ça, avec un nouveau bâtiment. Donc, les techniques qui entourent la greffe pulmonaire ont, au fil des ans, fait d'incontestables progrès, que ce soit au niveau de la préparation des patients, un peu vraiment avant la greffe, ou même immédiatement en préopératoire avec l'utilisation des plasmaphéreses pour les patients particulièrement immunocompétents. Au niveau de l'anesthésie, au niveau des techniques chirurgicales et de l'utilisation de plus en plus large de l'ECMO, ECMO qu'on utilise aussi même de temps en temps en préopératoire pour les patients qui sont en grande urgence et en attendant que le greffon arrive. Et puis, après la chirurgie, la gestion de l'immunosuppression, de l'antibiothérapie, tout ça a fait des progrès, bien sûr. Malgré tout, la cicatrisation des bronches greffées reste un souci post-opératoire majeur, et il l'est pour toutes les équipes qui ont en charge des patients greffés. Toutes les possibilités de traitement sont utilisées et, en dernier recours, les tutorages. Alors, la cicatrisation de ces bronches, elle passe par plusieurs phases. Je montrerai les films qui sont un petit peu marqués là à la fin parce qu'il y a des problèmes techniques qui font que ça va être insupportable sinon pendant. La première semaine, l'aspect, c'est celui d'une bronche inflammatoire assez banale. Apparaissent ensuite les signes d'ischémie puisque la bronche greffée n'est pas encore bien revascularisée et ces signes d'ischémie sont plus ou moins marqués. Ils peuvent l'être beaucoup, ils peuvent l'être de façon beaucoup plus modeste. C'est simplement un revêtement blanchâtre sur la muqueuse bronchique, c'est quelquefois beaucoup plus développé, exubérant, et quelquefois avec des plaques noirâtres qui nous font très peur, et que je ne vous montrerai pas parce que ça fait vraiment très peur, mais qui sont absolument pas signe de pronostic de l'évolution. La desquamation de ces plaques d'ischémie va se faire dans le temps. Cette desquamation, là aussi, elle peut être relativement discrète et peu gênante et elle peut prendre des proportions de temps en temps plus importantes. Et puis ensuite, on aboutit à une muqueuse bronchique saine avec ici la suture de l'anastomose bronchique et des bronches dessous qui auront un aspect tout à fait banal et agréable. Malheureusement, ce schéma n'est pas toujours présent. La desquamation, entre autres, de la muqueuse est telle qu'elle va fermer complètement la bronche et qu'il va être nécessaire d'aller les retirer là en endoscopie interventionnelle parce que la petite pince du fibroscope et la taille du canal opérateur d'un fibroscope ne permettront absolument pas de les retirer, alors qu'on a derrière des bronches qui sont encore très utiles. Il va y avoir des formations de granulomes sur les sutures, soit tout petits, on les néglige, soit un peu plus importants.
Plus tardivement, une sténose au niveau de l'anastomose, mais surtout au-dessous de l'anastomose, et c'est elle qui nous pose des problèmes. Moins fréquente, une malacie, avec une bronche qui s'écrase à l'expiration. Rare et précoce, une déhiscence de la suture de plus de 50%. Ce n'est pas tout à fait notre sujet aujourd'hui, parce que là, c'est le drame. Et ce n'est pas dans les sujets que je voulais traiter. Et une endoscopie interventionnelle pour aller mettre une prothèse sur une bronche qui est en train de se déchirer, ça tient un petit peu du miracle. Je l'ai fait une fois, mais je n'ai pas du tout eu envie de recommencer. Ça s'est bien passé, mais bon, quand même. Alors, l'endoscopie, elle vient très vite. Et dans notre service, c'est très, très fréquent et systématique. Alors, à la fin de l'intervention, au bloc opératoire, on va faire la toilette des bronches qui auront un peu de sang, un peu de sécrétion. Et puis on vérifie quand même que la suture est parfaite, ce qu'elle est toujours. À J1, c'est à peu près la même chose. On a une bronche inflammatoire. Il faut se rappeler que l'innervation bronchique, là, n'existe pas et que les malades n'ont pas de toux spontané. Donc il faut qu'ils fassent beaucoup de kinésithérapie, car on se promène dans les bronches greffées sans une goutte de xylocaïne et sans provoquer quoi que ce soit. Et puis, on fait une fibroscopie tous les mois jusqu'au 6e mois, puis après ça, tous les 3 mois, et puis on espace de plus en plus. Ça dépend aussi un peu des patients. Les patients très coopérants, on a tendance à espacer un peu la fibroscopie parce qu'ils ne l'auront que quand ils en auront vraiment besoin. Et puis les autres, on les garde un peu en laisse avec cet examen. Et puis bien sûr, dès qu'il y a un signe clinique qui le justifie, un encombrement, de la fièvre ou la baisse des valeurs fonctionnelles qui sont surveillées, elles, très régulièrement. C'est à l'occasion de ces fibroscopies systématiques de surveillance qu'on va découvrir les complications qui vont conduire à l'endoscopie interventionnelle. Donc ces fameuses fausses membranes, donc cette desquamation ischémique qui est, vous allez le voir, qui peut être très très volumineuse. Et puis l'exérèse des granulomes qui peuvent être petits, se découper facilement, presque retirés en fibroscopie, qui sont souvent beaucoup plus volumineux, qu'on va soit décapiter avec le bec du bronchoscope, soit retirer à la pince, soit couper au laser très précautionneusement, et puis on en profitera pour retirer les fils provocateurs de ces granulomes. Dans les premières semaines, quand il y a un rétrécissement de la lumière, on va dilater très doucement au ballonnet ou même au tube rigide, mais on a des tubes rigides de taille croissante, et avec l'optique dans le tube rigide dont on voit exactement ce qu'on fait et on va tout doucement dilater. Malheureusement, ces dilatations, quand on termine sur table, c'est parfait, la bronche a quasiment un calibre normal, ça dure 15 jours, 3 semaines. Pour quelques malades exceptionnellement, il n'y a pas eu besoin de faire plus, mais c'est exceptionnel. Quant au tutorage, on essaiera de ne le faire qu'après le 3e mois, quand il n'y aura plus du tout ces fausses membranes ischémiques qui, si on les coince derrière une prothèse, vont être une source de surinfection permanente et qui nous feront que des ennuis. Et puis on est sur des bronches quand même très très fragiles. Les complications bronchiques, leur fréquence est extrêmement variable selon les équipes, au point qu'on ne sait pas très bien toujours si on parle de la même chose. Et il y a une récente publication qui propose de les classifier pour qu'on sache un peu de quoi on parle, puisque quand même, entre 5 et 20% de complications, ça fait beaucoup. Et puis on ne sait pas si on parle des patients ou des bronches. Pour nous, j'ai repris 10 ans de greffe, de 2005 à 2014, et j'ai compté les bronches, puisque c'est elles qui nous intéressent, et ça représente 9,6% des bronches dites cibles, ce qui est dans la moyenne. J'ai, dans ma revue, exclu les patients qui n'avaient pas survécu 1 an, puisque je voulais savoir si la prothèse servait à quelque chose. Il fallait donc que j'ai un certain délai, si bien que j'ai 353 patients, 328 transplantations bipulmonaires, 25 unies, ce qui fait 681 bronches que nous avons surveillées. Et parmi elles, 54 patients ont été tutorés et 67 bronches, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui n'ont pas de chance et qui ont été tutorés des 2 côtés. La pathologie pour laquelle ces patients ont été greffés, c'est pour nous, nous avons un recrutement de mucoviscidose très important, donc bien sûr c'est elle qui vient en tête. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai touché là. C'est bon.
Plus tard, ah oui, plus tard, sûrement. Améliorer les performances de votre Mac, oui. Voilà, on y est. On y est. Excusez-moi. J'ai touché, je ne sais pas, quelque chose, mais il ne fallait pas. Donc les mucoviscidoses, c'est les plus importantes. Les emphysèmes, les fibroses, les dilatations de bronches, et dans autres, il y a les sarcoïdoses, les lymphangiomyomatoses, les GVH, et puis des quantités de maladies rarissimes, mais ça aurait été trop long là-dessus. Il y a une chose sur laquelle je voulais insister, c'est que dans les pathologies donc, qui ont été tutorées, il y a en proportion beaucoup plus d'emphysèmes que de mucoviscidose. Or, on s'attendrait, puisque en mucoviscidose, on est dans un milieu infecté par définition, à avoir plus de soucis. Mais il est vrai que les emphysèmes sont quand même en moyenne d'âge beaucoup plus âgés que les mucoviscidoses et qu'ils ont des bronches natives sûrement plus abîmées et sûrement moins habituées à se défendre que les mucoviscidoses. Mais enfin, je ne sais pas si ça a vraiment des valeurs statistiques. La durée de ce tutorage, elle est très variable, quelques mois, quelques années. Ça dépend de la tolérance de la prothèse et de la réponse de la bronche à cette mise en place. Parmi ces 67 bronches, on a pu retirer le tuteur dans 44 avec un résultat fonctionnel tout à fait correct, se maintenant à 1 an de délai après l'ablation. Donc on peut estimer que ce résultat correct va se maintenir. Et on a pu retirer donc la prothèse pendant 18 cas en moins d'1 an, 14 fois entre 1 et 2, et puis il y en a qui sont restés longtemps, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et puis qu'on a pu retirer, et puis tout va bien. Et puis il y a 23 tuteurs qui sont toujours en place, bien tolérés et sans aucun problème. Alors, toutes ces endoscopies, elles sont faites en salle d'intervention, sous anesthésie générale, avec le service un chirurgien thoracique pas trop loin, au cas où. Bon, ça ne nous est jamais arrivé d'appeler au secours, mais enfin, on ne sait jamais. Ces prothèses, ce sont soit des prothèses en silicone, soit des prothèses métalliques, auto-expansibles. Elles ont leurs avantages, leurs inconvénients les unes et les autres. Elles évoluent parce que les industriels viennent nous voir en disant qu'est-ce que vous voulez faire. Et dans cette évolution, il y a les prothèses résorbables que nos confrères de Strasbourg ont utilisées. Ils n'en parlent plus. Je ne sais pas si c'est parce que ça n'a pas bien marché comme ils voulaient ou si ce qui s'est passé. Alors les voilà, ces prothèses. La petite Hood, tout en haut, c'est une que j'aime beaucoup parce qu'elle est souple, elle n'est absolument pas traumatisante, on la met facilement, elle a l'inconvénient de ses avantages, comme elle est souple, si on ne l'a pas mise vraiment au bon calibre, il suffira d'un gros accès de tout pour qu'elle se retrouve dans la trachée et qu'on n'ait plus qu'à aller la chercher. Mais quelquefois, même pas, le malade est capable de la cracher. La prothèse de Dumont avec ses picots, bien sûr, elle bouge beaucoup moins. Son avantage, c'est qu'on peut la couper, faire des trous dedans en fonction des bronches qu'on ne veut pas obstruer et la mettre en place. C'est toujours un tout petit peu plus difficile. Quant à la prothèse bifurquée, elle aussi a son intérêt, mais là, il faut aller la mettre en place. Il faut surtout la mettre dans le pose-prothèse, qui n'est pas toujours facile. Et voilà les prothèses bifurquées. Vous voyez, il faut aller faire un trou pour la lobaire supérieure droite pour la conserver. Et on va avoir ensuite les tubes en T qui, eux, viennent de l'ORL, c'est le tube de Montgomery des trachées, et qui va bien nous servir. Le voilà, le tube de Montgomery à gauche. Il est, bien sûr, quand on le met dans une bronche, beaucoup plus petit. Et venant un peu issu du Montgomery, la prothèse dite de Hockey, qui est une prothèse qui a un peu la même idée, sauf que la partie qui est pour zut, qu'est-ce que j'ai fait j'en suis où? Non, oui, c'était ça. Ça vient. Voilà. La partie, là, celle-là est plus grande, elle est pour la souche. Celle-ci a un diamètre plus petit pour le segment intermédiaire et encore plus petit pour la lobaire supérieure droite. Et l'angle ici n'est pas de 90 degrés, donc s'adapte normalement plus à la physiologie bronchique. Ce n'est pas toujours vrai parce que les bronches ne sont pas toujours du calibre ou de la forme qu'on voudrait avoir. La difficulté de ces prothèses bronchiques, c'est le pose-prothèse. Car il va falloir réussir à plier la prothèse dans cet instrument qu'on va refermer, qu'on va ensuite mettre sur le pose-prothèse
pousser la prothèse avec le pouce-prothèse, et ensuite, avec le grand pouce-prothèse, pousser la prothèse jusqu'au bout, pas la faire dépasser, et ensuite, à l'aveugle, aller poser la prothèse dans la bronche. Il faut donc être bien sûr d'avoir bloqué son bronchoscope au bon endroit, de s'être bien repéré pour être sûr qu'on ne va pas lâcher la prothèse n'importe où, et surtout pas en transe pariétale. Alors, bien sûr, les prothèses métalliques, elles, c'est beaucoup plus facile, parce que vous voyez que le pose-prothèse, il ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est un gros cathéter. Gros avantage, c'est qu'on peut mettre l'optique à côté, et que donc on voit ce qu'on fait. La prothèse, la voilà, elle est couverte en partie avec juste ses extrémités qui sont libres. On les met toujours un tout petit peu plus loin que là où on veut, parce que c'est plus facile de la remonter que d'aller attraper les fils du bout pour aller la pousser. Et en plus, on l'abîme à ce moment-là. Alors, les difficultés liées à l'anatomie, c'est qu'à droite, la suture, elle est faite au ras de l'orifice lobaire supérieur droit. Et que donc, quand la sténose est sur la suture ou immédiatement après, pour pouvoir tutorer la bronche, on va risquer de boucher la lobaire supérieure, ce qui est quand même un peu dommage. Donc, on va être obligé d'utiliser une des prothèses en T que je vous ai montrées. Et puis à gauche, c'est un peu le même problème. Quand la suture est très distale, c'est-à-dire au ras de la bifurcation, la seule possibilité de tutorage sera d'utiliser une prothèse bifurquée. Le tutorage, eh bien, je vous l'ai dit, il varie de quelques mois à quelques années. On a pu retirer le tutorage chez 34 patients et voilà, la tolérance. Les reprises pour l'ajustement du tutorage, elles sont extrêmement fréquentes. En effet, la prothèse est un petit peu trop longue, elle est un peu trop courte, elle va boucher un des orifices d'une bronche, surtout à droite, du tronc des basales, où elle bronche la lobaire moyenne. On est obligé de recouper la prothèse, de la remettre. Il faut l'ajuster. Elle est trop longue, trop courte. Mais ça s'améliore avec le temps, d'abord parce qu'on finit par avoir enfin la bonne longueur, le bon endroit. Et, les complications. Alors, l'encombrement, il est très fréquent. Zut, mais décidément, c'est pas ça que je voulais faire. Non, maman. Cet encombrement, il est facile, merci. Ah non, là, il est facile à retirer en fibroscopie, parce que avec du sérum physiologique ou un peu de bucomiste, on arrive avec de la patience à aspirer et à nettoyer. Les granulomes aux extrémités, quand ils sont petits, on peut les retirer en fibroscopie. Quand ils sont plus grands, on va les retirer en bronchoscopie interventionnelle. Et puis la sténose sus ou sous-jacente, c'est que la prothèse était trop petite et qu'il faut la changer. Mais ces reprises, elles peuvent être nombreuses. Et dans des cas difficiles, c'est de tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, pendant 6 mois, quelquefois plus. Mais au bout du compte, il n'y a pas forcément de corrélation entre le résultat final, le moment où on pourra retirer définitivement cette prothèse, et le résultat, et le nombre de reprises. Alors, mais immédiatement, les patients respirent mieux, c'est une évidence. Ils peuvent expectorer. Et puis, ils vont pouvoir reprendre une vie un peu plus active que d'aller du lit au fauteuil et du fauteuil au lit. À long terme, quand tout va bien, la persistance et l'augmentation des performances se fait. Ils gagnent du terrain toujours. Ils peuvent reprendre une vie professionnelle et pour certains sportive. Et puis, on a eu un cas de grossesse mené à bien avec une prothèse dans la bronche. Bon, je ne parle pas des problèmes du traitement immunosuppresseur et de la grossesse, mais le bébé va très bien. L'insertion donc des tuteurs bronchiques dans les bronches, dont la cicatrisation est pathologique, est indispensable. Elle permet une cicatrisation au calibre du tuteur et la conservation d'une fonction respiratoire correcte. Et donc, pour répondre à la question posée, oui, je pense qu'elle aide vraiment à la cicatrisation des bronches et au confort de nos patients. Grâce au ciel, il y a quand même 85% des patients qui n'ont pas besoin de tuteur, de prothèse. Et je vais essayer de vous montrer les films. Alors,
On va le faire ensemble. Alors, pas celui-là, ça c'est le dernier. Expire. Expire en premier. Voilà. Une bronche greffée au lendemain de la greffe. Elle tousse un petit peu parce qu'on est dans la trachée, mais dès qu'on passe, elle ne va plus tousser. C'est pas vilain. Alors, il y a pas mal de sécrétions, puisque je vous ai dit, ils n'ont pas de toux spontané. On a des bronches bien roses, assez jolies, et finalement des bronches... Comment j'arrête? Vous me l'arrêtez. Des bronches inflammatoires, mais de calibre et avec une suture correcte. J'ai ensuite... non, il est où? Normal. Non. Couture, celui-là. Alors, les granulomes, ils peuvent se développer sur la suture à... On voit quelque chose là? Non. Non. C'est peut-être l'autre couture. Ils se développent sur la suture, bien sûr, ou au bout de prothèse. On va peut-être essayer celui-là. Voilà, ça va être nettement mieux. Là, nous sommes aux cordes vocales, bien évidemment, vous avez reconnu. La trachée en dessous, et on descend. On est tout content pour le moment. Voilà la carène. La bronche droite, vous voyez qu'il y a un granulome là assez volumineux. Et on passe de l'autre côté, à gauche. Là, on est en bronchoscopie, donc la gauche est à gauche et la droite à droite. Et la souche gauche, elle est encore plus fermée. Donc, on va avec le bec du bronchoscope, ou plutôt le bec d'un dilatateur, c'est-à-dire un bronchoscope de calibre beaucoup plus petit et sous contrôle de la vue, passer un petit dilatateur, voilà, et hop, on décapite les granulomes et on se retrouve avec des bronches très jolies. Un petit peu serrées là, mais on va la garder comme ça. Et puis à gauche, on va aller ouvrir la bronche, c'est fait. Et là, on va mettre une prothèse de Hood parce que, étant donné que la bronche droite n'est pas parfaite, on préfère en avoir une qui sera bien. Et donc voilà, la petite prothèse de Hood est en place. On arrête, on passe à l'autre. Vous voyez que donc, ces granulomes, ça s'en va assez facilement. Ça saignote, mais c'est pas mauvais. Ça prouve qu'au moins la bronche est vascularisée. Non, Silmette. Où il est Silmette? Silmette montée. Alors, la prothèse de Silmette, la voilà. Elle est là sur son cathéter. On l'a larguée et elle s'ouvre. Donc, sous contrôle de la vue, et on passe et on voit qu'on a des bronches en dessous qui sont bien dilatées, bien ouvertes et qui vont le rester. On s'arrête. Et il y a Montgomery, couture Montgomery. Voilà. Et là, c'est le même patient que celui au granulome. On savait bien qu'à droite, ça allait recommencer. Ben, ça a recommencé. Et on va mettre un tube de Montgomery dont la difficulté, bien sûr, c'est de mettre la branche à visée de la lobaire supérieure droite dans la lobaire supérieure droite. Ça a toujours tendance à tourner et à ne pas se mettre là où il faut, mais là, ça y est. Elle est dans sa bronche avec la prothèse qui n'est pas très grande vers le bas, car on n'avait pas besoin, la sténose était relativement courte en longueur. Voilà, c'est bon. Et c'est la dernière, c'est... non, oui, peut-être. Et voilà, ça c'est à 6 mois. Les bronches, quand elles sont normales, on devine les sutures. On va avancer. Parce qu'elle est trop longue. Et vous allez voir, arrêtez là. Reculez un peu. Encore. Voilà, on voit la suture qui est parfaitement correcte, sans déhiscence, propre. Ça, c'est quand même la majorité des cas. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, madame. Avant la discussion, on va donner la parole à notre ami Alain Chapelier, qui va faire les commentaires. Viens ici. Alors, contrairement à la transplantation cœur-poumon, où la vascularisation de l'anastomose trachéale du bloc cœur-poumon est assurée par le réseau artériel collatéral coronaro-bronchique,
la transplantation pulmonaire expose au risque d'ischémie de l'arbre aérien transplanté en rapport avec l'interruption de la vascularisation bronchique systémique. D'un point de vue chirurgical, plusieurs approches ont visé à pallier cette réalité anatomique. Et au début des années 1990, sous l'égide du groupe de Bordeaux, Louis Coureau et Eugène Baudet avaient mis au point la technique de transplantation des 2 poumons en monobloc avec anastomose trachéale et revascularisation des artères bronchiques conservées autour d'une collerette aortique prélevée sur le donneur et revascularisée par un greffon Safen. Cette technique remarquable pouvait offrir une vascularisation et une cicatrisation parfaite de l'anastomose trachéale dans les meilleurs cas. Cependant, en raison de nombreuses variations anatomiques, de naissance des artères bronchiques intercostales et de la difficulté à standardiser cette technique, celle-ci a été abandonnée, y compris par ses promoteurs. Ainsi, la transplantation bipulmonaire séquentielle ou double transplantation monopulmonaire est devenue la technique standard pour toutes les équipes de transplantation pulmonaire. Plusieurs améliorations techniques ont été développées pour diminuer ce risque d'ischémie bronchique, telles que la dissection minimale des bronches principales sur le receveur, visant à conserver la vascularisation systémique autour de la carène, et surtout la réduction de la longueur de l'arbre aérien transplanté, comme l'a montré Arlette Kolchen, l'anastomose étant faite de chaque côté, environ 1 anneau cartilagineux en amont du carrefour lobaire supérieur. L'ischémie siège au niveau de l'anastomose, comme vous l'avez vu, ou en aval de celle-ci, plus ou moins loin sur l'arbre aérien transplanté. Elle peut être responsable de désunion ou de sténose. Le taux de complications bronchiques en transplantation pulmonaire reste encore actuellement significatif, les taux rapportés par les grandes équipes variant entre 2% pour l'équipe de Newcastle et 15%, en sachant que ce taux a nettement diminué dans la période récente. Plusieurs facteurs étiologiques ont été mis en évidence, liés à la durée d'ischémie du greffon, à l'importance du support inotrope périopératoire et à la durée de ventilation chez les transplantés dont l'état respiratoire nécessite la poursuite de la ventilation artificielle. Arlette Kolchen, dont l'expérience est grande, a rapporté aujourd'hui les différents aspects lésionnels et décrit les différents gestes d'endoscopie bronchique interventionnelle qui peuvent être associés et surtout répétés dans le temps, soulignant l'importance de cette activité d'expertise dans un service de chirurgie thoracique et de transplantation pulmonaire. Elle a montré aussi que dans 2/3 des cas environ, ces prothèses endobronchiques ont pu être retirées après avoir permis d'obtenir une cicatrisation de 2e intention de l'arbre aérien. Je vous remercie. Madame, vous avez entendu cette déclaration d'amour? Ah, vous savez, ça fait très très longtemps que nous nous aimons. Ah bon, très bien. Est-ce qu'il y a des questions pour l'équipe de Foch? J'ai bien sûr admiré tous ces espoirs endoscopiques. Il y a une question qui me préoccupe quand même, c'est que, notamment quand vous mettez une prothèse, c'est l'asphyxie du malade. Vous n'en parlez pas du tout. Enfin, je pense que ça doit être un problème quand même, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'asphyxier. Alors, je ne l'ai pas dit, mais la ventilation est faite sur le bronchoscope. On ventile en jet ventilation sur le bronchoscope. Ça, c'est une technique qui avait été mise au point avec M. Wursch dans les années 78-80, quand on a commencé nos premiers lasers de désobstruction, car il fallait effectivement ventiler. Et donc, on a profité de notre expérience de désobstrueur, si j'ose dire, où on ventile en travaillant. Et puis, ces malades sont bien sûr, je n'ai pas insisté, mais extrêmement surveillés, avec des anesthésistes qui n'ont pas beaucoup de nerfs et qui nous font en tous les cas confiance, comme on leur fait confiance. Quand il y a besoin vraiment que le malade désature, ben on s'arrête, on réoxygène, on reventile au ballon. Mais en fait, on ne reste pas longtemps avec une bronche, avec une prothèse qui est fermée. Là, il y a le moment où on pose la prothèse en silicone, mais c'est j'entre dans le bronchoscope, je pousse et je retire. Donc là, ça va s'ouvrir. Si ça s'ouvre pas bien, ben, on passe le dilatateur dedans et on récupère. Puis il y a l'autre côté. On fait jamais les deux. Enfin, si, on fait les deux l'un après l'autre, mais jamais absolument ensemble. Je suis parti vers là.
Lobel, oui, une question de Béotien. Il y a combien d'équipes qui font des transplantations pulmonaires en France? Combien de complications dans chacune des équipes? C'est-à-dire, ça va de combien à combien? Combien d'équipes en France? Tu sais mieux que moi ça. Il y a 11 équipes de transplantation pulmonaire en France. C'est peut-être trop d'ailleurs. 11 équipes. Mais, et combien de transplantations? 327 en 2014, je crois que les chiffres sont du même ordre en 2015, mais l'année n'est pas terminée. Donc c'est très difficile de connaître le taux de complication. J'ai donné la fourchette minimale et maximale, disons entre 2 et 15%, parce que ça reste le problème de la transplantation pulmonaire. Et ce taux est sans doute sous-évalué, il n'est pas toujours publié, mais voilà, il faut retenir que ces complications existent, elles sont pas rares, et les réponses, on attend beaucoup de nos endoscopistes interventionnels, comme vous l'avez bien vu, pour corriger ces complications. Car les réponses chirurgicales sont faibles. Les réponses chirurgicales en termes de désunion, ça a été évoqué uniquement, c'est très difficile. Hein, c'est très difficile de pouvoir reprendre une bronche chirurgicalement quand il y a une ischémie en aval de la désunion. Voilà. Merci. Il y a d'autres questions? Bernard, qui voulait en parler. Il va faire la suite de sa question. Oui, la suite de la question, c'est est-ce qu'il vous arrive d'avoir des arrêts cardiaques au moment de ces manœuvres? Jamais. Jamais. Non. Parce que dans ce genre de choses, ça peut arriver. Et l'autre question, c'est la survie à 5 ans. Parce que on sait, par rapport aux autres greffes, aux autres transplantations, que c'est la plus difficile, celle dont la survie est la plus faible. Je crois qu'on parlait à un moment donné de 50%. Quels sont les chiffres actuels? Ça va en s'améliorant beaucoup, ça. Ça va en s'améliorant beaucoup. Et elle dépend dans la survie à long terme, de l'apparition de bronchiolite oblitérante, c'est-à-dire ce qu'on appelle une bronchiolite oblitérante, c'est-à-dire une maladie des toutes petites bronches qui prend de temps en temps, qui est une forme de rejet chronique, si vous voulez. Ça, on ne peut pas grand-chose. Mais on doit être à 65% de survie 5 ans. La survie s'est beaucoup améliorée. Elle est de l'ordre de 65% globalement. Et à Foch, dans le groupe homogène des mucoviscidoses, on a maintenant 78% de survie à 5 ans. Et un point important, c'est que chez les patients qui ont une prothèse, qui ont encore une prothèse, finalement, ça ne pénalise pas leur survie. Hein? Oui. Vous me pardonnerez d'élargir un peu le débat, mais chacun prêche un peu pour sa chapelle. Vous avez parlé de la prothèse employée une fois dans le cas d'une nécrose plus importante au niveau de la suture qui aboutissait à une déhiscence. Est-ce que vous avez déjà employé ces prothèses pour des déhiscences beaucoup plus importantes des bronches ou voire même de la trachée? Car je pense à une complication rarissime qu'on a en chirurgie thyroïdienne qui est la nécrose de la trachée. À l'époque, à l'occasion d'une de ces complications, j'avais regardé la littérature et une ou deux équipes italiennes, dont je ne me souviens plus le nom, avaient utilisé ce genre de prothèse pour traiter des déhiscences assez larges de la prothèse. Et évidemment, s'ils publiaient, c'est qu'ils avaient obtenu des succès inespérés. Alors, en matière de greffe, je vous ai dit, j'ai une fois mis une prothèse sur une déhiscence précoce, parce qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire et que François Parquin m'avait beaucoup poussé aux fesses parce que on n'est pas très heureux dans ces conditions. Mais alors pour les trachées, oui, ça m'est arrivé sur effectivement des résections anastomoses lâchées ou des choses comme ça, d'aller mettre une prothèse, une Synmet, gentiment, alors beaucoup plus de taille beaucoup plus importante, et ça a très bien marché. Très bien. Bien, écoutez, merci beaucoup à vous tous. Écoutez, au nom de tous les membres de l'Académie, on remercie les orateurs qui nous ont enchantés. Je leur dis que... Attendez, je n'ai pas fini. Depuis qu'on a changé aujourd'hui les statuts, ils peuvent devenir membres, et donc nous serions très heureux de les compter parmi nous. Mais justement, on a changé les statuts pour que vous puissiez faire partie.
Et vous avez donné le résultat aujourd'hui. Donc, on peut vous accueillir maintenant. Voilà. Très bien. Et merci beaucoup. Merci. Alors, le mot de la fin, notre modérateur me l'a enlevé. Je veux simplement vous prévenir que la semaine prochaine, je vous demande de venir nombreux pour la séance hebdomadaire franco-algérienne en chirurgie vasculaire et viscérale. Probablement pour les mêmes raisons, vasculaires. Inferno. Et La conclusion. rapidement. Et je vous invite également à nous rejoindre au 8e congrès de la Fondation de l'Avenir qui aura lieu le mardi 8 décembre à l'Institut Montsouris. On vous attend nombreux à mardi et mercredi. Bonne semaine à tous et à toutes.